Eh bien, bonsoir Michael Connelly. Merci de vous connecter ce soir, ou plutôt ce matin, parce que je crois il est de bon matin à Los Angeles. Le soleil fait une petite percée derrière les nuages. Il a plu toute la nuit, mais vous êtes avec nous à l'abri. Merci de nous rejoindre. Donc, vous avez aujourd'hui est une date extrêmement importante, puisque paraît Séquence mortelle chez Kalman Levy, chez nous, la traduction de Fair Warning aux États-Unis, qui est la reprise très attendue d'un livre qui vous a littéralement vraiment propulsé, qui était Le Poète, écrit il y a 25 ans, qui reparaît donc en édition culte 25e anniversaire augmenté, voilà. Et nous consacrons donc dans Le Point un 2 pages sur l'interview préalable que nous avons eu la chance d'obtenir de votre part. Donc, merci beaucoup, Michael Connelly, de nous rejoindre pour ces 30 minutes. Très rapidement, on vous présente absolument plus, si ce n'est peut-être que j'ai remarqué que finalement, Harlan Coben, on parle toujours de sa taille, 1,94 m. Et bien vous, on connaît votre poids. C'est 75 millions de livres vendus sur la planète. C'est énorme. Vous êtes, voilà, vous êtes le plus substantiel. Alors, si vous avez vendu autant de livres, et c'est amusant, c'est que ce n'est pas vraiment grâce à votre personnage qui revient aujourd'hui en scène, McEvoy, c'est Harry Bosch. Tout le monde vous connaît pour ce Hieronymus Bosch, un petit peu comme dans Les Enfers de Los Angeles, qui était le livre, le premier que vous ayez écrit en 93 chez nous. Ce n'est pas exactement l'année précédente, sans doute aux États-Unis. Et voilà, vous en êtes déjà à 25 livres. On vous connaît également pour la série Mickey Hayler, René Ballard, fraîchement arrivée en 2020 chez nous, une femme. On est contente. Et puis McEvoy, donc, qui revient. C'était donc votre 4e roman. C'est aujourd'hui le 3e en 25 ans. C'est peut-être la plus courte série de votre histoire. Et il revient donc ce journaliste, et vous allez nous expliquer donc pourquoi en 25 ans avoir écrit seulement 3 romans avec ce personnage qui pourtant pour tout le monde est incontournable et qui fait voilà, de vous le grand Michael Connelly depuis un quart de siècle. Well, maybe it's a case of the Alors, peut-être que c'est le fait que lorsque quelqu'un est absent, on a très envie de lui consacrer du temps. Jack McEvoy, je pense, de tous les personnages sur lesquels j'ai écrit, c'est celui qui m'est le plus proche parce que moi aussi, j'étais journaliste par le passé. Et voilà, ça fait plus de 25 ans que je n'ai pas travaillé comme journaliste, mais je prête vraiment grandement attention à cette industrie. J'observe tous les changements qui ont eu lieu, surtout ces 25 dernières années, on a vu énormément de changements avec l'invention d'Internet, l'arrivée d'Internet et ainsi de suite. Et donc, très honnêtement, en tant qu'écrivain, je trouve que c'est plus intéressant d'écrire sur ces personnages. Habituellement, c'est quelque chose qui m'embête vraiment en société et qui me fait dire non, 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 un journaliste devrait enquêter sur cette question, un journaliste devrait explorer tel domaine. Et c'est à ce moment-là que je commence à dire, allez, on va ramener Jacques et Jacques, il va faire le job. Alors justement, vous avez des personnages, bon, il y a flic, il y a avocat. On va dire que dans votre éventail de possibles, voilà, vous avez ce journaliste. Et là, précisément, pourquoi est-ce qu'il s'impose? Pourquoi est-ce que cette année, enfin, ça, vous avez dû l'écrire quoi, il y a 1 an, 2 ans, pourquoi pourquoi Jack est revenu à ce moment-là, précisément? Ah. Alors, il y a un certain nombre de points, et ce sont des points qui sont séparés, mais ce sont des points qui ont été très, très importants et m'ont donné envie d'utiliser Jack McEvoy. Tout d'abord, j'étais très intéressée par l'industrie de l'ADN. J'avais vu un rapport, une histoire dans un journal
qui disait que le Pentagone, devant toutes les organisations militaires aux États-Unis, avait précisé qu'aucun soldat ne pouvait demander son ADN, ne pouvait donner son ADN parce qu'on se préoccupait du devenir de l'ADN à l'avenir. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il s'agit d'un business qui vaut des milliards actuellement. Quand j'ai regardé ce business, je me suis rendu compte que le gouvernement n'était pas en train de superviser ce qui se passait. Le gouvernement était en train de récupérer des informations pour ensuite mettre en place de nouvelles lois. Et encore aujourd'hui, ces lois n'ont pas vu le jour. Donc, il s'agit d'une industrie, l'industrie de l'ADN, où le public doit s'auto-réguler ce qui se passe. Le public doit prendre ses responsabilités. Et pour moi, c'est une histoire qu'un journaliste devait couvrir. Donc ça, c'était ma première raison. La deuxième chose, c'est que lors de l'administration précédente, ici aux États-Unis, le président Trump et puis d'autres personnes qui ont travaillé avec lui ont vraiment essayé de faire en sorte que les médias soient montrés comme étant l'ennemi, c'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas les messages qui étaient envoyés ou donnés par les médias, donc les médias sont devenus l'ennemi à abattre. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas ça mon pays. Nous, on a l'habitude d'avoir des médias qui sont libres, on a l'habitude d'avoir une presse libre qui a le droit de s'exprimer. Et moi, j'ai trouvé que c'est une très bonne façon que de soutenir la démocratie, que d'avoir un journaliste et des médias qui avaient cette possibilité que de servir de watchdog vis-à-vis du gouvernement. Et donc, quand le gouvernement commence à dire ne faites pas confiance aux médias, les médias sont l'ennemi du peuple, c'est à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose. Quand on entend que du fake news, je pense que là, on commence à prendre un chemin très noir. Et donc, moi, je voulais surtout écrire là-dessus. Et je dois dire, bien sûr, je ne suis pas un grand penseur, je ne suis pas très philosophe, j'écris des thrillers et c'est toujours ma priorité. Donc, j'ai vu simplement dans ces deux histoires la possibilité que d'écrire un très bon thriller. Et je me suis dit que si j'écrivais un bon thriller, si je racontais cette histoire sur une enquête, sur un meurtre, je pouvais quand même m'interroger et réfléchir quant à ce qui se passait au niveau de l'ADN et quant à la vilification des médias, et j'avais vraiment envie de le faire. Donc voilà, c'est pour cela que ce livre Séquence mortelle est né. Alors, dans les deux cas, j'ai envie de dire, ça fait, que ce soit pour les fake news ou les recherches, en tout cas, pas vraiment les recherches, mais les empreintes génétiques qu'on peut se procurer aujourd'hui sur Internet, ça fait appel, j'ai envie de dire, à une certaine forme d'innocence, en tout cas des gens. Est-ce que vous êtes déjà laissé piéger par les fake news? Est-ce que quelqu'un d'averti comme vous a eu la tentation d'aller acheter son test d'origine génétique? Est-ce que vous n'avez pas eu envie de savoir qui étaient vos ancêtres, Michael Connelly? You know, it's kind of strange. Alors, vous savez, c'est assez bizarre, mais ma réponse rapide est non, point barre. Mais vous savez, très longtemps, avant qu'il y ait ces tests d'ADN et avant que ce ne soit disponible au grand public, vraiment, c'était pas quelque chose qui me préoccupait. Mon héritage, mon passé, ça ne m'intéressait pas. Et je pense que moi, je suis quelqu'un qui suis plus intéressée par ce qui est devant, par l'avenir qui est devant moi. Je suis beaucoup plus intéressée par l'avenir que par le passé de ma famille. J'ai une grande famille, j'ai 5 frères et sœurs, et je dois dire que certains ont fait ce genre de recherche et nous savons que si nous regardons plusieurs générations en arrière, nous sommes originaires de l'Irlande et donc j'ai des sœurs qui se sont rendues en Irlande, qui ont fait des recherches sur toutes ces informations. Mais moi perso, ça ne m'a jamais vraiment intéressée, ça ne m'a jamais trop botté. J'ai jamais été tentée que d'envoyer mon ADN de toute façon. Alors, c'est pas mal, mais aux États-Unis, ça a l'air d'être absolument monnaie courante. Vous utilisez même une société qui prescrit pour quelques dizaines de dollars où on peut avoir ses origines. Est-ce que c'est vraiment… Parce qu'en France, on va dire que ça existe, mais voilà, ce sont des tests vraiment pratiqués aux États-Unis. Est-ce que tout le monde, globalement, a cette tentation? Est-ce qu'on est perdu, là, tous dilués, à vouloir essayer de se trouver des racines? Well, maybe because Alors aux États-Unis, c'est peut-être parce que là, on commence à parler de quelque chose que j'aurais dû mettre dans le livre, c'est-à-dire que si on regarde les choses globalement, le pays, les États-Unis, c'est un pays qui est jeune, qui existe grâce à l'immigration. Donc peut-être que vous avez beaucoup plus de personnes
qui, en profondeur, ont ce besoin, cette envie génétique de savoir d'où est-ce qu'on vient. C'est peut-être pour cette raison-là que l'industrie a explosé, que cette industrie est en train de devenir si prépondérante aux États-Unis. Mais moi, ce que j'ai fait dans les livres de Jack McEvoy, dans les 3 livres que j'ai écrits, c'est que j'ai toujours exploré un élément de technologie qui est très positif, qui va changer le monde de maintes et maintes façons. C'est-à-dire pouvoir chercher son ADN, ça a tout un tas d'implications au niveau de la santé et autres, des choses très positives. Mais vous savez, il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à exploiter les choses, le revers de la médaille. C'est là que ça devient un thriller. C'est ce qui m'a attiré en premier lieu. Et donc, d'un point de vue global, je m'interroge à savoir, oui, pourquoi est-ce qu'on veut rechercher son ADN au Royaume-Uni plutôt qu'en France? Oui, c'est intéressant. Et effectivement, j'aurais dû mettre toute cette question dans mon livre. D'autant que ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a l'habitude dans les polars d'avoir toujours la technique des policiers avec les enquêtes autour de l'ADN pour traquer le criminel. Là, vous retournez complètement la situation. Yeah, I think that's kind Oui, vous avez entièrement raison. Mais je pense que c'est ça qu'on doit faire en tant qu'écrivain quand on écrit des thrillers, c'est qu'il faut prendre des vérités établies ou des idées établies, des choses que l'on voit couramment dans la société. Et puis oui, il faut les inverser, il faut montrer le revers de la médaille, il faut montrer le côté sombre des choses. Et c'est pour ça que je fais ce genre de travail, c'est ce qui m'attire. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont envie de me lire aussi. C'est qu'on peut regarder quelque chose, on peut voir les jolies fleurs, on peut voir le ciel bleu, on peut voir à quel point le monde est merveilleux, mais ce même ciel, à un moment donné, il peut devenir très, très noir. Et justement, c'est cela que ces livres explorent. Et c'est ça qui m'a permis, je pense, de créer un genre dans le genre. Et ça fait vraiment partie de l'industrie du divertissement aujourd'hui. Alors sur ces 25 ans que traverse McEvoy et que vous avez traversé avec lui, évidemment, le monde a vraiment changé, mais Jack, finalement, c'est un peu le baromètre de la presse, non? C'est le sismographe. On a l'impression qu'il nous donne l'état, le pouls de l'état de la presse et de la façon dont on travaille aujourd'hui l'information. Qu'est-ce qui vous a alerté, j'ai envie de dire, pour ces 3 titres? Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de la presse à ce moment-là? well, I think it's in Je pense que la presse est dans une situation très difficile actuellement, un petit peu entre le marteau et l'enclume, dans le sens où il faut survivre, mais à quel niveau sur le plan économique? Et cette situation, nous sommes dedans depuis une bonne décennie, depuis que l'Internet est arrivé, depuis l'invention de l'Internet. Il y a énormément de publicités qui permettaient aux journaux d'exister, qui ont disparu. Donc, on peut dire que les médias, les journalistes sont blessés depuis très très longtemps. Les gens évoluent malgré tout, ils arrivent à trouver une solution, mais ce qui se passe dans l'Occident depuis des années, c'est un petit peu comme si on donnait des coups de pied à l'industrie alors que l'industrie est en train de souffrir, et puis tout d'un coup vous avez un président qui montre du doigt en disant ne faites pas confiance à cette industrie, méfiez-vous. C'est ce qui s'est passé avec Trump. Moi, au contraire, je pense qu'on peut faire confiance aux médias aux États-Unis, et en règle générale dans le monde, ce n'est pas lié au gouvernement. Et lorsqu'on rentre dans une situation où si on rentre dans un pays où les médias, c'est juste le porte-parole, on va dire, du gouvernement en place, à ce moment-là, vous n'avez plus de médias libres. Et à ce moment-là, vous avez une société qui est muselée, et on le sait pertinemment. Et c'est une pente glissante. Et je pense que là, il y a une marche qui a été ratée à un moment donné aux États-Unis. Et moi, je ne suis même plus dans ce business en tant que journaliste, mais ça m'a préoccupée quand même. Et je savais que c'était préoccupant pour toutes les personnes qui travaillaient en tant que journaliste. Et on l'a vu à la télé, on le voyait tous les soirs pendant l'administration Trump. Et moi, je pouvais être chez moi ici
et j'aurais pu écrire des thrillers qui n'étaient absolument pas liés à la culture, à la société. Je ne suis pas obligée de le faire, mais je me dis, mince, j'ai l'opportunité, je peux écrire sur ces sujets. Et si j'ai l'opportunité, je sens que j'ai un certain devoir aussi que de dire quelque chose qui a du sens. Je ne veux pas donner des ordres, je ne veux pas être didactique, je ne veux pas m'imposer dans l'esprit des gens, mais je vais au moins suggérer des choses, créer des intrigues avec quand même un petit message subliminal. Je répète, je ne veux pas dire aux gens comment ils doivent réfléchir, je veux poser des questions qui ont du sens à l'heure actuelle. Est-ce qu'on devrait emprunter ce chemin où le gouvernement contrôle les médias, oui ou non? À mon avis, non. Mais bon, ce que j'essaie de faire, c'est simplement de mettre en place un récit où cette réponse devient évidente et où moi, je n'ai pas besoin de donner mon point de vue, de dire ce que je pense. Moi, je peux simplement être là et imbriquer mon point de vue dans l'histoire. Et ce point de vue que vous imbriquez dans l'histoire, vous l'avez, il est même très personnel avec Jack McEvoy, puisque c'est un romancier, il a écrit un best-seller et il continue à être journaliste, tandis que vous avez été journaliste, avez écrit un best-seller et avez choisi la voie, donc, vous êtes devenu écrivain. Alors, au départ, vous étiez peut-être un petit peu côte à côte, j'imagine, au moment de la création, il y a 25 ans. Qu'est-ce qui a décidé pour vous de la création de ce personnage qui vous suit et en quoi est-ce qu'il vous ressemble et qu'est-ce qui vous sépare? Well, I think what happened was Alors, ce qui s'est passé, c'est que les 4 premiers livres de ma carrière, j'étais encore journaliste à l'époque. Je continuais de travailler en tant que journaliste de jour et j'écrivais mes livres la nuit. Et à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. Et cela avait toujours été mon objectif en tant qu'ado que d'être romancier. Donc la question ne se posait pas trop une fois que j'avais l'opportunité de choisir. Donc j'ai quitté mon boulot en tant que journaliste. Et étant donné que j'avais quitté ce secteur, je voulais quand même continuer d'écrire et donner mes points de vue. Donc, c'est pour cette raison que j'ai écrit Le Poète, le premier livre. Je l'ai écrit à la première personne. C'était la première fois que j'avais écrit à la première personne. Les 4 livres précédents, c'était des livres de Harry Bosch qui étaient tous à la troisième personne. Donc, on était vraiment à l'intérieur de sa tête, on se souciait de lui. Mais quand on écrit à la première personne, c'est très personnel. Là, on parle du lecteur, on parle au lecteur, on parle de soi. Et ce personnage, c'était moi. Oui, est-ce que c'était moi à 100%? Peut-être pas, mais c'était moi qui étais présent tout le long. Mais je voyais les choses du point de vue de Jacques, mais c'était mes idées qui sous-tendaient tout ce que je disais dans ce livre. Et je répète, c'était un livre très, très personnel. Je pense que c'est encore le livre le plus personnel que j'ai écrit, même si je l'ai écrit il y a 25 ans. Et après, je n'ai plus écrit au sujet de Jacques parce que j'avais besoin de sortir autre chose de moi-même. Je devais faire des recherches pour créer un personnage tel que Harry Bosch. Et je trouve ça beaucoup plus facile que d'aller piocher au fin fond de moi-même pour trouver des éléments personnels. Et donc, il s'est écoulé pas mal de temps entre les 3 livres qui concernent Jacques. Et je pense que c'est essentiellement parce que pour moi, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus exigeant lorsqu'on cherche à écrire sur soi-même. J'ai pas envie d'ennuyer le lecteur. Je sens que je suis obligée de faire attention. Je dois quand même continuer de créer un personnage dynamique qui va attirer le lecteur, qui va faire que le lecteur a vraiment envie de rester avec moi. Alors, ce personnage, ce jeu, il est tellement jeu que on peut lire à la fin que Fair Warning, le journal pour lequel il travaille, qui est un site d'information indépendant, donc sans pub, hein, qui vit du financement de ceux qui veulent bien le soutenir, eh ben, existe vraiment et que le directeur, qui est le personnage donc dans Fair Warning, dans le réel et dans le livre, existe bel et bien, que c'est un copain à vous, quand vous travailliez au Los Angeles Times. Alors, est-ce que vous allez continuer à faire vivre, voilà, j'ai envie de dire, ce jeu, ce Jack personnel? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que vous avez déjà planifié de le faire revenir ou est-ce que vous attendez la prochaine crise des médias pour le ressusciter?
I think the media crisis just. Alors, je pense que la crise des médias, la crise va continuer, donc je pense pas qu'il va y avoir une pause à ce niveau-là. Bizarrement, j'ai vraiment eu du plaisir à écrire ce livre et c'était fabuleux d'écrire sur un vrai personnage dans un véritable endroit et peut-être que c'était un petit peu de la triche. C'était plus facile que de créer toutes les choses comme je le fais pour Myron. Myron, il a tellement d'intégrité. Je sais toujours maintenant ce qu'il va faire et ainsi, ses livres sont faciles. Mais quand je reviendrai vers Jacques à l'avenir, je garderai ça en tête. Je le connais mieux peut-être maintenant. Mais le problème, c'est que à chaque fois que nous voyons Jacques, je suis consciente du fait qu'on le voit dans une situation différente et j'espère que d'une certaine manière, cette situation reflète ce qui se passe dans les médias. Donc, d'un côté, j'ai adoré écrire sur Fair Warning et sur Myron, mais je pense que la prochaine fois que je reviens chez Jack, entre guillemets, ce sera plus bientôt, plutôt que de dire que ce sera plus tard. Et j'espère que j'aurai une nouvelle situation. Je vieillis, donc voilà, ce sera dans pas trop longtemps. On espère. Alors, est-ce que vous avez... Maybe you can be a foreign correspondent. Peut-être que vous pourriez être il pourrait être un correspondant étranger qui travaille à Paris. Moi, ce que j'adore, c'est l'idée de secouer le cocotier de sa vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le vois, il est très différent. Bah, écoutez, on l'accueille au point quand vous voulez. Hein. Alors, en attendant voilà, que Jack prenne ses quartiers, parce que vous savez, on est place Ballard, le point. Pour clin d'œil à votre René Ballard, à votre personnage. Parlons-en un petit peu des personnages et surtout des adaptations. Oui, place Ballard. Parlons un petit peu des adaptations parce qu'on lit là dans la presse américaine, ça vaut, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais voilà, qu'il y aurait un projet peut-être d'adapter donc, le livre. Où est-ce que ça en est ? It's Fair Warning. Alors, il s'agit de Séquences mortelles. Effectivement, il y a un producteur, disons, son travail le plus récent, c'était Bohemian Rhapsody. C'est un film magnifique qui a très, très bien marché. Et cette personne partage, on va dire, la même vision ou les mêmes préoccupations, quoique c'est peut-être un peu fort. Il est très inquiet par rapport à ce qui se passe dans le monde du journalisme. Et lui aussi cherchait un moyen de se frayer un chemin dans ce genre d'histoire. Il est aussi intéressé par la technologie de l'époque moderne. Et donc, il est venu me voir en disant, faisons un film à partir de ce livre Séquences mortelles. Et ce qui est fabuleux, c'est que habituellement, lorsque Hollywood vient frapper à ma porte pour un de mes livres, ils veulent mon livre, mais moi, ils ne me veulent pas. Et ils sont très intéressés par le livre, mais moi, ils ne veulent pas. Ils tendent la main en disant filez-nous le livre et puis laissez-nous tranquilles. Et ici, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc, c'est moi qui écris le scénario et je viens de terminer le scénario la semaine dernière. Donc, désormais, nous sommes dans une situation où nous allons voir si on peut passer à l'étape suivante et trouver un acteur ou un réalisateur qui soit intéressé par le film pour pouvoir avancer. Donc, je suis vraiment ravie essentiellement parce que c'était génial que d'adapter le livre. Un film, forcément, ce n'est jamais, disons, on n'y retrouve jamais tout le livre. Donc, il faut toujours savoir ce qu'on veut bien abandonner et ce qu'on veut absolument garder. Et ça, j'ai beaucoup de plaisir à se faire. Et donc, il me semble que j'ai écrit un scénario qui tiendra la route et qui pourra devenir un long métrage. Très bien. Il y a d'autres projets, je crois. La prochaine saison Harry Bosch aussi qui est enclenchée pour série télé, hein, cette fois. Oui, tout à fait. J'ai pas mal de trucs qui se passent actuellement au niveau de la télé. Nous avons terminé la 7e saison de Bosch qui va bientôt sortir, il est vrai. Et nous allons également faire autre chose sur Bosch. Nous allons nous focaliser sur un certain nombre d'autres livres où il travaille seul en tant que détective privé plutôt que de travailler pour la police. On vient de démarrer là-dessus. Et ensuite, nous avons la série aussi
sur la défense Lincoln. Ça va sortir sur Netflix cette année. On va commencer à réaliser le film là-dessus. Donc, vous voyez, il se passe énormément de choses qui sont très intéressantes, mais ça m'empêche de démarrer avec mon prochain livre. Donc, je dois surtout me souvenir que je suis surtout romancier. Je suis romancier avant tout et je dois trouver le temps de se faire et de bien le faire. Alors, qu'est-ce qui va paraître, qu'est-ce qui est déjà écrit et qui va paraître chez nous? Parce que tout le monde a envie de savoir si Mickey Heiler est de retour, si Harry Bosch revient. Est-ce que tout le monde est sur pause ou est-ce qu'il y a des sorties prévues? No, I mean, I have. Alors, j'ai un livre qui est en cours de traduction actuellement, pendant qu'on est en train de se parler. C'est un livre qui sera destiné au public français et c'est un livre où il y a Mickey Heiler et Harry Bosch également. Et le titre anglais, c'était La loi de l'innocence. Et nous allons voir comment est-ce qu'ils vont le traduire lorsque ça sortira en France. J'ose espérer que ce sera prêt d'ici quelques mois. J'ai eu une année très productrice l'an dernier. J'ai produit ce livre et Séquence mortelle aussi. Donc, ça met un peu la pression au niveau du processus de traduction en France. Mais Calvin Levy, je sais, ils sont très bons. Donc, je pense que le livre sortira bientôt. Voilà, ils ont les oreilles qui fument, mais ils traduisent à tout va. Je pense qu'on peut prendre des questions. Si la technique. Alors, bonjour, c'est Ali. Bonjour. Bonjour, Alizé. Bonjour. Voilà, Ali. Déjà, merci de répondre à ma question. Donc, la mienne porte sur l'adaptation d'œuvres littéraires à l'écran, puisque certains de vos romans ou personnages ont été adaptés en film ou en série. Et donc, j'aurais aimé savoir ce que ça fait pour un auteur de voir l'une de ses œuvres adaptée sur petit ou grand écran, surtout quand c'est par quelqu'un d'autre. Somebody else. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a des écrivains qui n'ont absolument envie que cela arrive. Ils ont envie que leur livre reste un livre, reste sur une page écrite et c'est très bien. Mais moi, je sais qu'en grandissant, j'ai été inspirée par des livres en tant qu'écrivain, mais j'ai aussi été inspirée par des films et des séries télévisées, mais essentiellement des films lorsque j'étais gamin. Et ma mère n'aimait pas les films sur les crimes, les films noirs, alors que mon père les adorait. Donc, j'en ai regardé pas mal quand j'étais gamin. Et donc, ça m'a fortement impacté et impressionné. Donc, moi, je suis très en faveur du fait qu'on peut prendre un livre afin d'en faire un film ou une série télévisée. Donc, pour moi, on va dire, ces 10 dernières années ont été absolument merveilleuses. J'ai pu écrire tout seul dans une pièce, c'est quelque chose que j'adore. Et puis après, j'ai pu voir comme une petite ville constituée de 150-200 personnes qui se réunissent pour faire une série télévisée ou un film. C'est assez étonnant, c'est très épanouissant. Et puis bien sûr, c'est très bon pour mon ego, mais c'est surtout que je trouve ça incroyable que de voir des mots que j'ai écrits il y a très longtemps qui tout d'un coup reprennent vie, sortent de la bouche d'une vraie personne et on voit le film qui prend vie en même temps. Je me souviens qu'il y a quelques années, lors de la série télévisée avec Bosch, nous avons filmé la toute première scène que j'avais écrite dans les livres de Bosch et c'est quelque chose que j'ai écrit pendant les années 80 et nous voilà, nous sommes en 2017-2018 et 30 ans après, nous sommes en train de filmer cette scène et cette nuit-là, on était en train de filmer sous l'autoroute et il y avait des graffitis partout et ça ressemblait vraiment à ce qui était dans le livre. C'était vraiment une soirée incroyable pour moi et c'est à ce moment-là que je me suis dit waouh, c'est quand même détonnant ce qu'on est en train de faire. Ça me remplit de joie sur le plan personnel, mais ça montre aussi le pouvoir du récit. Nous sommes toutes des personnes qui racontent des histoires, mais nous sommes toutes des personnes qui consomment les histoires aussi. Mais on ne peut pas juste consommer une histoire en lisant un livre ou en regardant un film. Il y a toute une panoplie de moyens pour écouter, pour entendre des histoires. Et c'est pour ça que j'aime être impliquée à tous les niveaux du récit. Merci pour la question. Merci, Alizé. Il y a une autre question, cette fois, de Sandra. Sandra. Oui, bonjour.
Merci de répondre à ma question. Donc la mienne, c'était de savoir, donc parmi tous les personnages sur lesquels vous écrivez, qui sont récurrents, qui se croisent, toujours dans la même ville, quels critères entrent en compte au moment pour vous de choisir le personnage principal de votre prochain roman? Est-ce que c'est un attachement personnel de votre part ou alors un attachement que vous savez qu'ont les lecteurs pour ce personnage ou alors les critiques des journalistes? Thanks for your question. Merci pour votre question. Alors, je crois que c'est vraiment un ensemble de beaucoup de choses. J'avoue que j'ai l'impression que j'écris comme je lis. Et j'adore tout un ensemble de surprises quand je lis. Par exemple, si j'ai un auteur que j'adore qui a introduit un personnage dont je me souviens de par le passé, je suis ravie que ce soit le cas. Donc, je fais très attention à cela. En général, il me faut à peu près 1 an pour écrire un livre et j'ai un ensemble de personnages dans ma besace que je peux sortir. Et je me dis, tiens, si je ne mets pas Bosch dans ce livre, je ne vais pas pouvoir écrire sur lui pendant 1 année entière. Donc, je vais avoir 1 année entière où je ne pourrai plus explorer sa personnalité. Donc, c'est le genre de questions que je me pose. Surtout ces dernières années, j'ai écrit beaucoup plus de livres où il y a des personnages qui se croisent dans les livres et j'adore ça. Je sens par exemple que j'arrive vers la fin de ma vie en tant que raconteur d'histoire et donc je veux en profiter au maximum. Je ne veux pas passer 1 année entière sans parler de ces personnages qui sont si importants pour moi, sans les mettre dans le livre. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Merci beaucoup. Super, ben, merci beaucoup. D'ailleurs, il y a Rachel qui fait une apparition dans Séquence mortelle, voilà, qui sort aujourd'hui, date officielle. Vous pouvez lire le dernier Michael Connelly qui fait écho donc au premier, entre les deux, il y avait eu l'épouvantail en 2009, hein, qui fait écho donc au poète qui reparaît également en version joli bouquin. Et tout ça, et tous les autres sont au livre de poche, puisque je crois qu'il y a aussi Nuit sombre et sacrée qui paraît au livre de poche conjointement. Merci 1000 fois Michael Connelly. On espère vous voir bientôt en France, peut-être à Quai du Polar, début juillet, on espère. On vous souhaite d'être vaccinés comme à nous tous et restez bien à l'abri. À bientôt. Thanks a lot. Thanks. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. We're good. Yeah, sure. Thanks for having me. That was fun. And Merci de m'avoir invité. C'était vraiment chouette. Et comme je l'ai dit, j'ose espérer que la prochaine fois, je pourrai y être en personne. Peut-être qu'ils vous enverront ici de nouveau et vous pourrez m'interviewer. Merci. J'espère bien. Merci beaucoup, Michael Connelly. À très bientôt. Okay, thank you. Bye-bye. Bye.